Cloud et Web chez Viveris à l'agence de Montpellier. Une de mes tâches chez Viveris, donc une ESN, c'est d'animer un peu la communauté cloud interne à Viveris, mais après je fais un peu de communication aussi à l'extérieur, comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une architecture pour l'IoT construite avec AWS et des cartes de STMicro qui a pour caractéristique d'être entièrement serverless. Et alors, les sujets que je vais aborder aujourd'hui, ça va être un peu les suivants. Tout d'abord, bon, comment communiquer un peu entre appareils IoT avec le protocole MQTT. Je vais parler d'une architecture cloud, donc comme j'ai dit, serverless et dans AWS. Et enfin, je vais avoir une partie sur l'IAC parce que dans le cloud, c'est très important de faire les choses en IAC. Et en l'occurrence, ça sera fait avec Terraform. Alors, quand on fait de l'IoT, on est souvent confronté à un certain nombre de problématiques. Par exemple, on veut parfois afficher des données d'appareils de mesure en temps réel. On peut avoir un grand nombre d'appareils qui peuvent être assez divers, qu'on va vouloir provisionner, gérer, authentifier. On peut se retrouver avec beaucoup de petits messages à traiter. Et ces messages, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Souvent, on va vouloir les transformer, les analyser, les retransmettre autre part, etc. Et par cette présentation, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, le cloud, ça va permettre de simplifier un peu toutes ces problématiques. Et on va voir comment. Alors, le projet du jour, c'est un projet de démonstration. Ce n'est pas quelque chose qu'on a publié chez un client, mais on s'en est servi pour un peu se former sur le sujet, sur des nouvelles technos. Et c'est quelque chose que j'ai déjà présenté, notamment dans les écoles. Et j'ai publié le projet en open source, donc vous pourrez y accéder. Donc, les objectifs, ça va être de collecter dans AWS des données de capteurs de cartes STM32, qui sont des cartes qui peuvent se connecter en Wi-Fi. Elles vont envoyer des données dans le cloud et ces données, je vais vouloir ensuite les stocker et les publier dans une API REST, ce qui va permettre ensuite, dans un dashboard frontal, une page web, de pouvoir afficher des graphiques avec des données en temps réel. Et alors, pour pimenter un petit peu cette architecture, j'ai rajouté aussi comme besoin que je voudrais archiver automatiquement les données anciennes pour pas que la base de données grossisse beaucoup trop. Alors, j'ai rajouté quelques contraintes. La première, c'est que je veux une architecture avec grande capacité d'ingestion et de traitement des données. Et là, les solutions qui ont été choisies, ça a été serverless et le cloud. Et enfin, je veux que mon architecture soit entièrement codée, ce qui sera fait avec Terraform. Donc, petite intro sur les cartes STM32. C'est des cartes de STMicro, de démo. Mais elles ont quand même des performances assez intéressantes. Elles ont un bon microcontrôleur, une bonne connectivité. Moi, je vais les connecter en Wi-Fi. Et elles sont bardées de capteurs. On a des capteurs de température, pression, humidité, de mouvement et même une petite boussole. Et un intérêt de ces cartes, c'est qu'elles s'interfacent très bien avec AWS parce qu'elles sont fournies avec un certain nombre de scripts, notamment pour les inscrire sur l'IoT AWS. Alors, j'ai parlé de serverless, je vais rappeler ce que c'est et c'est un peu ma définition à moi. Donc, ça concerne les faces, donc quand on a besoin d'un service qui est vraiment au service de la fonction. Alors, une définition, ma définition, c'est qu'un service est serverless si déjà, évidemment, on n'a pas d'infrastructure à gérer, mais ensuite, le service doit pouvoir faire du scaling depuis 0 jusqu'à presque l'infini. Et alors, cette contrainte scaling depuis 0, c'est très important. Et un corollaire de ça, qui est un bon critère pour identifier un service serverless, c'est que si on configure un service sans l'utiliser, c'est-à-dire sans faire de requêtes, sans stocker, eh bien, il devrait coûter 0 €. Et si c'est ça, c'est un service serverless. Et utiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit stocker des données, soit les transférer, soit faire des calculs. Pour illustrer ça, je vais vous montrer DynamoDB, qui a une base de données dans AWS, et on peut l'utiliser dans un mode qui s'appelle On-Demand Capacity. Et quand on regarde comment ce service est facturé, on tombe sur une documentation qui retourne ce tableau-là, et ce tableau liste tout ce qui est facturé quand on utilise DynamoDB. Et si on regarde la dernière colonne, en fait, on voit que toutes les unités de facturation, c'est proportionnel à l'utilisation. C'est proportionnel à des nombres de requêtes, à des gigaoctets, etc.
en fait, dans ce tableau, il n'y a qu'une seule ligne qui est pas serverless. C'est une option de cache qui est DynamoDB Accelerator. Et on voit que l'unité, là, c'est du node hour. Et si on veut utiliser ce cache, en fait, on est obligé de provisionner au moins un nœud, ce qui veut dire que ce n'est pas serverless, parce que même si on n'utilise pas, si on ne fait pas de requête, ben, on va quand même payer ce provisionnement. Mais si on oublie cette option-là, qui est facultative, eh ben, DynamoDB est entièrement serverless. Alors, l'architecture va être la suivante. Je vais avoir un jeu de cartes STM32 connecté en Wi-Fi qui va envoyer des messages par le protocole MQTT dans le cloud. Ces messages vont être récupérés donc, par un service qui s'appelle IoT Core. Et puis, ça va passer par toute une chaîne de transformation, d'exposition des données. Donc, elle a l'air un petit peu complexe comme ça, mais je vais la détailler dans ma présentation. Et dès à présent, on peut voir en fait que cette architecture, on peut la séparer en 3 gros blocs. Le premier va être un bloc d'acheminement, c'est-à-dire qu'on va récupérer des messages de différents types, on va vouloir les filtrer, puis effectuer différentes actions selon le type de message. Ensuite, on va vouloir stocker ces messages, et c'est là que va intervenir une base de données comme DynamoDB. Et dans la partie stockage, on voit qu'on a une deuxième branche un petit peu bizarre là, qui correspond au pipeline qui va archiver les données anciennes. Et enfin, on va avoir une dernière partie qui est la publication des données, donc avec la création d'une API REST et d'un site web statique. Si je liste un peu les services qu'on va voir dans quelques instants, déjà il va y avoir IoT Core qui permet la gestion d'un parc d'appareils IoT et c'est lui qui va gérer l'acheminement des messages. Bon, si vous connaissez un peu AWS, vous connaissez beaucoup S3 qui permet de stocker sous la forme d'objets des fichiers dans ce qu'on appelle des buckets. Lambda, quand on fait du serverless, c'est un service très important parce que ça permet de faire du calcul à la demande, c'est-à-dire qu'on soumet un bout de code et le code va être déclenché par des événements avec certaines données en entrée. DynamoDB, donc c'est une DB NoSQL de type clé-valeur. Et je vais faire mon API REST avec un service qui s'appelle API Gateway, qui a une caractéristique qui s'interconnecte très bien avec d'autres services AWS, ce qui va permettre un peu de simplifier l'architecture. Enfin, le dernier service va être Kinesis et Data Firehose, qui lui va permettre de gérer des flux de données. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus en détail dans 5 minutes. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail de l'architecture, je vais vous montrer le résultat de ce qui est déployé actuellement dans un compte AWS. Et alors là, j'ai mis un lien qui, si vous pouvez y aller, hein, ça va vous mener à une page que je vais visiter maintenant. C'est pas celle-là. Voilà. Donc, si vous allez sur iot.breo.org, vous tombez là-dessus. Et le premier lien, ça va être un dashboard. Ensuite, si vous allez sur la page Motion, là, il va y avoir des graphiques qui vont s'afficher. Et là, en fait, j'ai mes cartes qui sont branchées et connectées. J'en ai 2 ici. Ce qui est tracé, c'est des données de capteurs d'accéléromètre. C'est-à-dire que si mes cartes ne bougent pas, on a des valeurs constantes qui représentent sur les 3 axes X, Y, Z la gravité de la Terre. Et alors, je vais essayer de vous montrer l'aspect temps réel. Alors, j'espère que ça va bien marcher. Voilà, donc là, je devrais apparaître. Et je vous présente ici, j'ai avec moi la mascotte de Viveris Montpellier, qui est équipée d'une carte STM32 connectée à une batterie. Et la carte est connectée en Wi-Fi et transmet donc des données dans le cloud. Et là, on va pouvoir voir que dès que je renverse l'oiseau, le graphique va se mettre à jour vraiment très rapidement. Je vais faire le test maintenant. Hop. Et là, typiquement, en moins d'1 seconde, j'ai les données qui sont apparues sur mon dashboard. Je vais le refaire encore une fois. Voilà. Donc, la transmission est en fait assez rapide. Il faut voir quand même que là, les données parcourent un réseau Wi-Fi, Internet, elles traversent Internet de Montpellier jusqu'au cloud AWS à Paris. Et ensuite, moi, quand je fais les requêtes dans mon dashboard, qui est à Montpellier, je vais encore faire un voyage, cette fois de Paris vers Montpellier. Et tout ça, ça se fait en moins d'1 seconde. Donc, je vais revenir maintenant à la présentation.
Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de parcourir le chemin des messages dans toute l'architecture. Et pour ça, je vais en profiter pour détailler un peu plus les fonctionnalités des différents services utilisés. Donc, je commence par le service IoT Core, qui est géré par AWS. Un de ses intérêts, c'est que ça simplifie vraiment, en quelque sorte, l'inscription d'appareils auprès du service pour gérer la connexion, l'authentification, etc. Ça supporte la plupart des protocoles qu'on utilise quand on fait de l'IoT. Donc, dans mon cas, ça va être du MQTT. Ça gère vraiment l'acheminement des messages. L'acheminement, ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer les messages vers d'autres services AWS, vers d'autres topics MQTT, vers d'autres appareils. On va pouvoir faire différentes choses. Et au passage, on peut faire un petit peu de transformation de données. Par contre, ce service-là ne gère pas du tout le stockage des données. Et donc, pour stocker les données, je vais devoir faire autre chose. Donc, je rappelle un peu le protocole MQTT pour ceux qui ne savent peut-être pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a en fait? Donc on a un agent de message au milieu et on va avoir plusieurs appareils qui vont envoyer des messages à l'agent de message, donc c'est ce qu'on appelle de la publication. Ils vont envoyer les messages sur ce qu'on appelle des sujets de publication, des topics. De l'autre côté, on va pouvoir avoir des appareils qui, eux, s'abonnent à ces topics pour récupérer les messages. Donc quand un message va être publié, l'agent de message, ça va être sa responsabilité de le livrer aux appareils qui sont abonnés aux topics en question. Alors, c'est un protocole qui est beaucoup utilisé pour l'IoT pour différentes raisons. La première, c'est que on peut le déployer sur des réseaux courants, donc ça agit sur la couche TCP/IP. Et aussi, ça a un faible besoin en ressources et en bande passante. Donc, quand on a des appareils qui doivent être connectés sur une petite batterie, c'est très utile. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie un peu AWS, c'est comment l'acheminement des données est fait. Donc la première chose, avant d'acheminer les données, je vais devoir inscrire mes appareils dans le cloud. Alors je ne vais pas le faire en direct, mais je vous ai mentionné que les cartes STM32 venaient avec des scripts pour les configurer dans AWS. Et en fait, là, j'ai mis la sortie d'un script qui permet d'inscrire une carte quand je la connecte sur mon ordinateur local qui a accès à AWS. Ça permet d'inscrire la carte dans AWS. Et en fait, qu'est-ce que je donne comme paramètre? Les propriétés de mon réseau Wi-Fi pour pouvoir se connecter, le nom de l'appareil que je veux donner, et enfin, dans quel compte AWS je vais vouloir le déployer. Et ce script, une des choses que ça va faire, c'est que ça va générer un certificat SSL client qui va être installé sur la carte STM32 et qui va être aussi communiqué à AWS pour pouvoir faire l'authentification de la carte auprès d'AWS. Et donc, une fois que j'ai inscrit une carte, je peux aller voir comment ça se passe dans la console AWS. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le service IoT Core. Et si je vais voir la liste de mes appareils ici, All Devices, c'est là, voilà, je vois que j'ai 3 appareils. Si je clique sur le premier, il a différentes propriétés, mais par exemple, je peux voir que dans les certificats, il a un certificat associé, donc il va pouvoir se connecter au cloud. Donc ça, c'est très bien. Dans le service IoT Core, on peut aussi aller voir ce qui est le client MQTT Test. Et ça permet de souscrire à des topics MQTT. Donc si vous connaissez un peu MQTT et que vous souscrivez au caractère dièse, ça va matcher tous les topics. Donc je vais faire ça maintenant. Et on voit beaucoup de messages qui défilent dans le hub IoT. Donc je vais mettre ça sur pause. Et je vois qu'en fait, j'ai 2 types de messages. J'ai des messages de type Motion Sensor Data qui contiennent mes données d'accéléromètre. Et aussi des messages sur des topics en Sensor Data avec un préfixe qui correspond à mon appareil IoT, avec les températures, l'humidité et la pression. Alors ensuite, quand je reçois tous ces messages, je vais vouloir déclencher des actions par rapport à ces messages. Là, le but, ça va être maintenant de stocker ces messages dans une base de données. Et pour ça, j'ai configuré ce qui s'appelle les règles IoT. Donc là, il y en a une qui est active. Et cette règle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souscrit à un topic MQTT et elle va effectuer des actions. Alors la première chose, c'est qu'elle va permettre de faire un peu de transformation de données qui s'écrit sous la forme d'une sorte de requête SQL. Ça permet de sélectionner vraiment les champs qui nous intéressent ou les renommer, par exemple.
Mais le plus important, c'est que quand on déclenche la règle, ensuite, on va déclencher aussi une action qui, ici, va être le déclenchement d'une fonction lambda qu'on va voir dans un instant. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a parcouru le service IoT Core, la règle IoT et l'action lambda. Donc, lambda, petite intro, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Ça permet de faire du calcul à la demande dans AWS. Ça supporte un grand nombre une dizaine de langages courants. Et c'est un service qui est facturé vraiment au temps d'exécution. Hein. Et évidemment, ça dépend de la mémoire et CPU qu'on utilise, mais c'est vraiment facturé à la consommation. C'est déclenché par des événements, donc ça peut être déclenché soit de manière manuelle, périodique, ou alors par appel par un autre service AWS. Et là, j'ai mis un exemple de petit code lambda. Là, c'est un exemple en Python. C'est le code, justement, qui va recevoir un message MQTT en entrée et l'écrire dans une table DynamoDB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais d'abord importer une librairie Python qui va permettre d'interagir avec l'API AWS, c'est la librairie Boto3. Ensuite, j'importe quelques variables d'environnement, notamment pour récupérer le nom de la table dans laquelle je vais vouloir écrire. Et enfin, j'ai ma fonction, la partie handler, qui elle, est exécutée à chaque fois que je reçois un message, qui va récupérer le message, faire un petit peu de formatage, et enfin exécuter table.putItem pour l'enregistrer dans DynamoDB. Alors, DynamoDB, c'est une base de données NoSQL. C'est adapté au cloud parce qu'en fait, c'est faisable que dans AWS. Hein. Il y a différents modes d'utilisation, mais on peut soit provisionner le nombre de requêtes, soit faire du serverless. Ça a des caractéristiques assez intéressantes, avec des latences qui peuvent descendre en dessous de la milliseconde, même quand on a des dizaines de millions de requêtes par seconde. Comme beaucoup de services AWS, c'est répliqué dans un grand nombre d'endroits, soit pour de la haute disponibilité, soit pour de la durabilité. Et le service vient avec un certain nombre de fonctionnalités un peu satellites, comme on a accès à des flux qui permettent de récupérer toutes les actions effectuées sur la base de données. Alors encore sur le sujet des flux, un service que je vais utiliser, c'est Kinesis, qui lui va servir donc, pour l'archivage des données. Alors Kinesis, c'est utilisé vraiment quand on a des données qui sont en mouvement, quand on peut avoir des problèmes de performance entre deux services AWS qui doivent se transmettre des données. On a vraiment différentes applications possibles. Et en fait, selon l'application qu'on a, on va utiliser un sous-service de Kinesis qui est différent. Par exemple, si on veut faire du streaming vidéo, un peu comme je sais pas, dans Twitch, on va utiliser le service AWS Video Stream. Si je veux récupérer des données d'un service et ensuite les enregistrer dans un bucket S3, je vais utiliser le service Data Firehose. C'est exactement ce que je vais faire. Mais voilà, il y a différents sous-services adaptés à des cas d'usage courants. Donc, alors, un flux Kinesis, qu'est-ce que ça fait? C'est d'un côté, on va avoir des producteurs de données qui vont pouvoir envoyer des données dans le flux. Et le flux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une pile de stockage qui est éphémère. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir des consommateurs qui vont pouvoir effectuer les requêtes, genre get records, pour lire ce qu'il y a dans le stockage éphémère. Donc ça, c'est beaucoup utilisé quand on veut faire du buffering, quand on veut aussi faire du fan-out, c'est-à-dire quand on veut que plusieurs consommateurs lisent les mêmes messages. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu AWS, ça différencie Kinesis un peu d'un autre service qui est SQS, qui est peut-être plus adapté pour consommer les messages qu'une seule fois. Mais voilà, c'est l'idée un peu générale de comment un flux Kinesis fonctionne. Voilà, donc là, ça va être la partie un peu compliquée de l'architecture. Donc l'enregistrement dans DynamoDB dans un premier temps, et ensuite, j'ai mon pipeline secondaire qui va archiver les données anciennes. Et donc, pour archiver les données, il va y avoir plusieurs étapes, et je vais vous montrer ça dans la console. Ça va être celui-là. Voilà, donc on avait la fonction lambda ici, qui était déclenchée par la règle IoT. Cette fonction lambda, elle contient le code qui est écrit dans DynamoDB, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure.
Et si je vais voir le service DynamoDB, j'ai ici une table. Et donc, je peux aller voir la configuration de la table. Donc, on voit qu'il y a un peu d'activité dessus dans le monitoring. Si je vais voir un peu comment, je vais essayer de montrer comment l'archivage fonctionne. Pour ça, on utilise une fonctionnalité qui s'appelle Time to Live, qui est fournie par AWS. Donc, moi, je l'ai juste activé. Et Time to Live, qu'est-ce que ça fait? Ça va aller parcourir la table régulièrement. Et ça va lire une colonne dans la table qui contient un timestamp. Et si le timestamp est trop ancien, ça va supprimer l'élément en question. Donc en fait, moi j'ai une colonne dans ma table qui correspond à un temps qui est calculé de manière à supprimer les éléments quand je considère qu'ils ont expiré. Et alors là, le problème, c'est que je fais seulement supprimer ces éléments, mais moi, ce que je veux, c'est les archiver. Donc, comment je récupère les éléments supprimés? Pour ça, j'utilise une autre fonctionnalité de DynamoDB, qui est un flux DynamoDB, qui là aussi est activé. Et ce flux, qu'est-ce qu'il a associé? Il a un trigger qui est associé, qui va en fait déclencher une fonction lambda. Et cette fonction lambda, si je vais voir son code, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer des éléments par batch qui viennent du flux, qui correspondent à des changements dans la base de données DynamoDB. Et si je filtre les événements qui correspondent à des suppressions, c'est cette condition if ici, alors je vais enregistrer ces éléments, enfin envoyer ces éléments dans un flux data firehose. Et firehose, qu'est-ce que ça va faire? Donc pour ça, je vais dans le service Kinesis, data firehose. J'ai mon flux ici. Il est configuré de manière à avoir ce qu'ils appellent une destination qui est un bucket S3. Donc ça veut dire qu'il va mettre en cache un peu toutes les données qu'il reçoit et de temps en temps, il va faire un dump dans un bucket S3 qui est celui-là. Et alors, comme c'est un buffer, les deux paramètres typiques à configurer, c'est la taille maximale du buffer et l'ancienneté maximale des éléments dans le buffer avant de faire un dump. Et donc, si je vais voir dans ce bucket S3, on a une structure de dossier ordonnée par date et heure. Et là, j'ai des fichiers. Si j'en télécharge un et que je l'ouvre, voilà, qu'est-ce qu'on a dedans? On a chaque ligne, on va avoir un message qui correspond à mes messages contenant les données d'accéléromètre. Voilà, donc c'est comme ça que l'archivage est fait. Et la dernière étape dans l'architecture, ça va être la publication des données. Alors avant de passer à la publication des données, je vais faire une petite parenthèse sur lambda, notamment comment on estime le coût du lambda, parce qu'il faut voir que dans mon architecture, la fonction lambda qui est ici, elle est vraiment exécutée à chaque fois que je reçois un message. Et quand on fait de l'IoT, on peut avoir des dizaines de millions de messages qui circulent. Et donc, il faut faire attention à optimiser un peu le coût de cette fonction lambda. Donc, si on regarde comment elle se comporte, on va d'abord lire la documentation AWS pour voir comment lambda est facturé. On voit qu'il y a deux choses qui sont facturées. Tout d'abord, le nombre de requêtes, le nombre d'appels à la fonction lambda. Et la deuxième chose qui est facturée, c'est quelque chose qui est proportionnel à la durée d'exécution. Alors, ce facteur dépend aussi d'autres paramètres, comme la région dans laquelle on déploie la fonction, le temps d'exécution et la puissance donc mémoire et CPU demandée. Et si je me base sur une estimation de 20 cartes qui envoient chacune un message par seconde, en un mois, je vais avoir 50 millions d'appels lambda et je peux dérouler ensuite le calcul du coût. Donc, c'est un service serverless, donc coût de création de la fonction lambda, ça va être $0. Et par contre, après, je vais devoir additionner les coûts d'appel et les coûts de durée d'exécution. Et si je fais le total, je tombe à peu près une dizaine de dollars par mois. Alors ça, par contre, c'est le coût que j'ai obtenu après avoir optimisé ma fonction lambda. Au début, j'avais un code qui était un peu différent et qui donnait vraiment des coûts beaucoup trop élevés. C'est le code que j'ai mis à gauche. Et on voit que dans ce code-là, j'ai deux lignes qui sont dans la fonction handler, là, qui font appel à la librairie Boto 3. Et je me suis aperçu que ces deux lignes-là mettaient environ 300 millisecondes à s'exécuter.
Et ça, en fait, c'est un peu... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un peu d'initialisation de ressources, d'import de librairies, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est un code lambda qui n'est pas optimal. Parce qu'en fait, si je sors ces deux lignes-là et que je les mets en dehors de ma fonction handler, eh bien, en fait, à chaque fois que je vais appeler ma fonction lambda, je vais seulement exécuter la partie handler, en général, ce qui va être beaucoup plus rapide. Alors, pourquoi lambda fonctionne comme ça? C'est que si on exécute de manière répétée une fonction lambda, qu'est-ce qui va se passer? AWS va garder en mémoire une partie de l'environnement de la fonction lambda. Et notamment tout ce qui est en dehors de la fonction handler, ça ne va pas être exécuté à chaque fois, mais seulement de temps en temps. Et du coup, toutes les parties qui sont un peu lentes, c'est bien de les mettre en dehors de la fonction handler. Et là, voilà le résultat de l'optimisation de mon code. Là, le graphique montre la durée d'exécution avant et après l'optimisation du code. Et on voit que je suis tombé d'à peu près 300 millisecondes à 20 millisecondes en temps d'exécution. Et si je convertis ça en coût, ça donne un facteur 3, 3 fois moins cher. Donc, c'est vraiment important d'optimiser ces fonctions lambda, surtout quand on les appelle régulièrement. Dernière partie de l'archi, alors celle-là, elle va être assez simple, ça va être la création de l'API REST et d'un site web statique. Donc, pour l'API REST, c'est géré par le service API Gateway. Là, j'ai une API, et cette API, elle est configurée avec une URL, qui est une URL GET. Et cette URL, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va recevoir une requête, et la requête va parcourir tout un tas d'étapes. Mais on voit que le but principal, c'est d'aller faire une requête à droite là, dans DynamoDB. Mais avant de faire la requête dans DynamoDB, en entrée, on a une requête HTTP, on va devoir un peu la formater pour pouvoir faire notre requête dans DynamoDB. Et c'est le but un peu de ces différentes étapes. Et si je vais voir par exemple l'integration request ici, je peux voir comment ma requête à DynamoDB est effectuée. Et alors là, il faut voir que c'est vraiment intéressant. C'est directement API Gateway qui appelle DynamoDB. Je n'ai même pas besoin de passer par une fonction lambda intermédiaire parce que je fais de la transformation relativement simple de données. Et alors la requête est effectuée dans un langage un peu compliqué, mais voilà, ça ressemble à du JSON. Mais de façon simple, ça va récupérer les éléments qui ne sont pas trop anciens. Donc là, j'ai un filtre par timestamp supérieur à une certaine valeur. Et je récupère toutes les données correspondantes dans DynamoDB. Voilà. Donc, on a notre API REST. Et la dernière chose, c'est la configuration d'un site web statique. Et là, bon, ce n'est pas forcément très intéressant, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement un bucket S3 qui est configuré avec un accès web public. Il y a un gros warning en haut ici. Et j'ai dedans tout simplement les fichiers HTML. Et ça, c'est vraiment les fichiers que j'accède quand je vais à cette adresse-là. Voilà. Alors, si je reviens sur ce dashboard, justement, donc là, j'ai mes courbes qui sont toujours mises à jour en temps réel. Je suis en train de bouger une carte. C'est la carte numéro 2, et on voit que les accéléromètres s'excitent un peu. Mais si je vais voir sur la page Environment, j'ai des graphiques qui sont supposés s'afficher, mais ils ne s'affichent rien. Et alors ça, c'est parce que je n'ai pas encore déployé l'ensemble de l'architecture, et je vais vous faire ça en démo aujourd'hui. Et pour l'instant, mon dashboard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des requêtes qui renvoient des erreurs. Et ça, c'est parce que dans mon API, il me manque une URL. Et ce qui manque, c'est en fait le traitement des données correspondant au message de température envoyé par mes cartes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, mon architecture, ce que je vous ai montré, ça a été déployé. Cette partie-là a été déployée uniquement pour les messages d'accéléromètre, mais pas pour les températures. Donc, comment on va pouvoir faire les changements dans l'architecture rapidement? La solution, ça va être l'IAC. Tout le projet que je vous ai montré, je l'ai montré dans la console, mais en fait, il n'a pas été déployé avec la console AWS, il a été déployé avec de l'IAC Terraform. Et ça, vraiment, quand on fait du cloud, faire de l'IAC, c'est un réflexe qu'il faut avoir, parce que ça résout tout un tas de problèmes. Ça permet d'automatiser des déploiements, d'éviter les erreurs, parce que quand on a 50 étapes à faire dans la console, forcément, on va faire des erreurs. Quand on a un problème sur l'architecture, on peut très rapidement la redéployer autre part. Dans le cas d'une architecture serverless, ça peut vraiment prendre quelques secondes à tout redéployer.
C'est beaucoup utilisé quand on a des environnements proches, mais un petit peu différents, comme des environnements de dev et prod, tout simplement en utilisant des variables d'entrée un petit peu différentes entre les différents environnements, mais le même code, on va pouvoir déployer la dev et la prod. Et tous les frameworks d'IAC permettent de faire des changements de modification de manière incrémentale, c'est-à-dire que si on modifie le code pour rajouter par exemple une ressource, ça ne va pas refaire toute l'infrastructure, ça va juste rajouter la ressource qui manque. Dans le cas d'AWS, si on veut faire de l'IAC, on a différentes solutions. Tout d'abord, on a des solutions basées sur un service AWS qui s'appelle CloudFormation. Et CloudFormation, on peut lui soumettre des templates JSON ou YAML pour déployer des ressources. Donc, c'est vraiment un langage déclaratif. Mais on a une autre fonctionnalité, une autre possibilité qui est d'utiliser un SDK AWS en combinaison avec CloudFormation, qui lui va permettre d'écrire de l'IAC de manière dynamique. Donc, si on veut vraiment mettre des conditions if, des choses comme ça dans son IAC, on va plutôt choisir une solution comme le CDK AWS. Une dernière solution qui est beaucoup utilisée, alors il y en a plein d'autres, mais là j'en mentionne juste quelques-unes, c'est Terraform qui lui supporte plusieurs providers de cloud, dont AWS. Et donc Terraform, moi c'est la solution que j'ai choisie. Donc là je vous montre deux exemples de langage déclaratif pour faire de l'IAC, CloudFormation et Terraform, qui font ici la même chose, tout simplement déployer une instance de calcul dans AWS. Donc là, je mets juste en évidence qu'en fait, on retrouve vraiment les mêmes éléments dans les deux cas. On a des variables d'entrée, on a aussi des variables de sortie, c'est-à-dire que si on a une ressource qui est créée avec un ID qui est généré par AWS, des fois, on va vouloir récupérer cette ID et on va utiliser une variable de sortie. Et entre les deux, on a tout simplement la liste de ressources qu'on veut déployer. Et une particularité assez intéressante, c'est que ces ressources peuvent être dépendantes les unes des autres. Par exemple, mon instance EC2 dépend d'une configuration d'une sorte de firewall, un groupe de sécurité. Et donc, ça introduit une dépendance et ces frameworks sont suffisamment intelligents pour déployer les ressources dans le bon ordre en fonction de toutes ces dépendances. Donc, la démo du jour qui est à très haut risque, ça va être d'arriver à faire marcher cette page avec les graphes de température. Et pour faire ça, ça va être beaucoup de travail en fait, parce qu'il va falloir dupliquer quasiment tout ce qui est encadré ici. Je vais vouloir récupérer les messages de température, déclencher une nouvelle fonction lambda pour écrire dans une nouvelle table pour bien séparer les choses. Donc, comme c'est une nouvelle table, je vais devoir créer un deuxième pipeline d'archivage. Et la seule chose qui va pas être dupliquée, mais qui va juste être modifiée, c'est l'API. L'API, je vais garder la même, par contre, je vais vouloir rajouter une URL dans mon API REST pour les températures. Donc, à première vue, ça a l'air impossible à faire dans les peut-être 15 minutes qui me restent, mais je propose de faire ça en à peu près 5 minutes. Alors, j'espère que ça va marcher. Avant de commencer, je vais vous montrer le code Terraform, voir un peu comment il est structuré. Donc ça, c'est un projet que vous pouvez trouver en ligne, je l'ai publié en open source. Le point d'entrée, c'est un fichier main.tf qui commence par déclarer des ressources un peu globales, comme un bucket pour loguer des erreurs. Mais ensuite, si je descends plus bas, je vois que je fais appel à des modules. Et les modules Terraform, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de grouper de manière logique des ensembles de ressources. Et là, en particulier, j'ai créé un module qui va gérer tout l'aspect acheminement des données et stockage, notamment la règle IoT et la création de la table DynamoDB. Et ce module, il prend un certain nombre de variables en entrée. Si je vais voir dedans, donc là, ici, je l'appelle dans ce fichier-là, et là, dans le code du module lui-même, j'ai vraiment la liste des ressources à créer, la table DynamoDB. Alors, quand on fait de la WS, il y a toujours tout un tas de permissions à régler, c'est ce qui est fait ici. Ici, j'ai ma fonction lambda qui enregistre dans DynamoDB. Encore des permissions. Et si je vais plus bas, je retrouve ma règle IoT, je dois retrouver Firehose quelque part pour l'enregistrement dans le bucket S3. Et du coup, moi, si je veux récupérer les messages de température,
parce qu'en fait, les messages que je veux récupérer, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, si je reviens dans le hub IoT, les messages à récupérer, c'est ceux que je vois dans mon client MQTT. Ici, je remets en pause. C'est ces messages-là, c'est le message de température. Pour l'instant, je ne fais rien sur ces messages-là. Je n'ai pas de règle de filtrage sur ceci. Donc, je vais faire ma nouvelle règle de filtrage. Et pour ça, et ensuite le stockage. Et pour ça, je vais devoir juste appeler ce module une deuxième fois avec les bons paramètres en entrée. La deuxième chose à faire va être de régler la nouvelle configuration de l'API. Et pour ça, je vais vouloir rajouter une URL. Et là, j'ai créé aussi un module qui permet de faire ça. À l'intérieur du module, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon API REST, mais ensuite, j'ai un certain nombre de ressources que je vais appeler plusieurs fois. En fait. C'est ce sous-module qui est ici. Et ce sous-module, en fait, je vois qu'il fait apparaître une variable qui s'appelle forEach. Alors, ce n'est pas vraiment une variable, mais en fait, ce forEach, ça va récupérer tout ce que j'ai dans mon dictionnaire Measurements Group. Et pour chaque élément de ce dictionnaire, ça va créer des ressources avec ce module-là. Et ça, c'est vraiment le groupe de ressources qui va créer ma nouvelle URL. Donc moi, dans mon fichier main.tf, tout ce que je vais avoir à faire, c'est rajouter un élément dans cette variable Measurement Group pour gérer les messages de température. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Alors, je vais déclencher le compteur. Donc, l'objectif, c'est de faire ça en 5 minutes. Je commence maintenant. Voilà. Là, je vais devoir donc dupliquer ce module et le configurer pour les messages de température. Donc, je vais déjà lui donner un autre nom. Je vais l'appeler env. On va donner un autre préfixe à la table pour pas qu'on ait des problèmes de nom. Ensuite, je vais devoir configurer ma règle SQL dans la règle IoT. Alors pour ça, il faut que je récupère mes messages. Ici, je vois que le topic, c'est env sensor data. Et ensuite, je vais récupérer des variables qui sont temp0c et temp1c. Donc, j'y vais. Le topic, c'est env sensor data. Hop, là, tous ces champs, on n'en a pas besoin. Et là, je veux des variables temp0c que je renorme en payload.temp0c. C'est un choix lié à l'architecture, mais on peut faire un peu comme on veut. Et je veux récupérer aussi la deuxième température, temp1c. Voilà, tout ça m'a l'air correct. Très bien. Donc, j'enregistre le fichier. Et ensuite, quand on veut déployer l'architecture, tout ce que j'ai à faire, c'est à exécuter une commande qui s'appelle Terraform Apply. Et si je l'exécute, Terraform va voir un peu déjà qu'est-ce qui est déployé dans AWS en regardant l'état actuel des choses et va proposer des changements. Et là, tous les changements qu'il me propose, c'est des créations de nouvelles ressources, nouvelle table DynamoDB, nouvelle règle IoT, nouveau pipeline d'archivage de données. Donc là, je dis oui pour déployer ces changements. Alors, pendant qu'il fait ce déploiement-là, qui va en fait être assez rapide, moi, je vais m'occuper de la mise à jour de mon API en rajoutant mon URL qui manque. Donc, je l'appelle env. F va faire référence à mon nouveau module env table recording. Et là, pareil, j'ai un préfixe qui, au lieu de motion, devient env. Voilà. Donc, comme c'est une architecture serverless, le déploiement est assez rapide. Alors, par contre, il y a quand même Firehose qui, je ne sais pas pourquoi, ça prend toujours une dizaine de secondes, enfin quelques dizaines de secondes à se faire. Mais là, on devrait bientôt arriver à la fin. Et là, vraiment, il faut voir que qu'est-ce que Terraform est en train de faire. Il est en train de déployer peut-être quelques dizaines de ressources différentes. Là, on voit qu'il a rajouté 22 ressources différentes. Et là, si je refais Terraform Apply, cette fois, ça va appliquer les changements liés à mon API que je viens de faire à l'instant. Donc là, pareil, il va me proposer des changements à faire. Je dis oui. Bon, évidemment, en vrai, il faut bien relire là, vérifier qu'on ne fait pas des erreurs. Et voilà, et là, j'ai déployé ma nouvelle architecture. Donc là, vraiment, il faut voir qu'en quelques secondes, j'ai vraiment dupliqué quasiment tout ce qui est encadré. Et maintenant, si je vais voir sur mon dashboard,
ben voilà, comme tout va bien là, j'ai déployé ma nouvelle API qui gère les messages de température. Donc là, j'ai mon site frontal qui fait appel à des URL qui ne marchaient plus avant, enfin qui ne marchaient pas avant et que je viens de créer. Et j'ai bien mes températures qui sont transmises qui sont enregistrées dans, dans AWS et qui sont transmises via l'API REST jusqu'à mon dashboard. Et tout ça, voilà, ça se fait en moins de 5 minutes. Donc là, je vois qu'on est à 40 minutes dans le talk. J'ai encore un petit dernier sujet sur lequel je peux parler. Ça va être, ben, voilà, je vous ai dit que c'est une architecture serverless. A priori, une architecture serverless, ça permet de bien gérer la mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en préoccuper, c'est AWS qui va s'en préoccuper. Et donc, normalement, on devrait pouvoir envoyer une grande quantité de messages au système et il ne devrait pas broncher. Donc, le test que j'ai effectué, c'est d'envoyer 2000 messages par seconde pendant plusieurs heures, pendant 12 heures. Il faut faire un peu gaffe au coup quand on fait ces choses-là parce qu'on se retrouve avec, enfin je me suis retrouvé avec 80 millions de messages, des gigaoctets de données, et donc tout ça, ça coûte à peu près $300 à faire ce test. Et voilà, je vais vous montrer juste quelques graphiques de monitoring de comment ça s'est comporté dans AWS quand les messages étaient envoyés. Et le premier graphique, c'est qu'on a, si je regarde la fonction lambda qui est écrite dans DynamoDB, elle va être exécutée à chaque fois qu'elle reçoit un message. Donc ça fait quand même pas mal d'exécutions. On s'attend à avoir 60 000 exécutions par minute. On voit que ça marche bien. C'est un petit peu en dessous, mais ça c'est lié à la façon dont moi j'envoyais les messages dans AWS. C'est pas AWS le problème. Mais on voit que quand quand j'exécute cette fonction 60 000 fois par minute, en fait j'ai eu 0 erreur. C'est le graphe du milieu. Et ça veut dire que l'écriture dans DynamoDB a bien fonctionné. Donc, en plus que la lambda fonctionnait bien, DynamoDB a bien supporté la charge. Enfin, on peut voir un aspect assez intéressant de lambda quand on exécute de manière répétée une fonction, c'est que lambda va commencer à jouer avec de la concurrence. C'est-à-dire qu'à un instant donné, comme la fonction met un certain temps à s'exécuter, je vais devoir avoir plusieurs fonctions qui s'exécutent en parallèle, vu la quantité de fonctions à déclencher. Et c'est exactement ce qu'on voit sur le troisième graphe. En fait, ce troisième graphe, il montre une courbe qui est supérieure à 1. Et ça, c'est parce qu'on a à tout instant à peu près quelques dizaines de fonctions qui tournent pour traiter les messages. Donc ça, c'est vraiment, on voit vraiment le scaling en action quand on voit ce graphe-là. Une autre série de graphes que je vous montre, c'est celle liée à Data Firehose. Et alors là, voilà, bon, quand on dit serverless, des fois on se dit, OK, on va pouvoir faire du scaling à l'infini. C'est quand même pas tout à fait vrai. Il y a quand même des limites partout dans tous les clouds. Et Firehose, notamment, a un certain nombre de limites qui sont indiquées par les lignes rouges sur ces graphiques. On a des limites sur les quantités de données en octets par seconde, sur le nombre de requêtes et aussi le nombre d'enregistrements à traiter. Mais on voit que quand je suis à 2000 messages par seconde, en fait, je suis bien en dessous de toutes les limites. Alors là, ces courbes-là, elles sont assez intéressantes. On voit que c'est des courbes qui sont étalées sur plusieurs jours. Et ça, c'est lié au pipeline d'archivage des données. Moi, j'avais configuré mon architecture pour archiver les données au bout d'une heure. C'est-à-dire que le TTL dans DynamoDB, je l'ai mis à 1 heure. Et donc, les éléments qui sont plus vieux qu'1 heure, ils devraient être archivés immédiatement. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment lié à la fonctionnalité TTL de DynamoDB. En fait, TTL ne garantit pas que les éléments sont archivés dès qu'ils expirent, mais ils peuvent être archivés quelques jours plus tard, parce que c'est vraiment AWS qui va gérer le parcours de manière automatique de la table pour détecter les éléments anciens. Et j'imagine que derrière, il faut un peu d'optimisation pour limiter les problèmes de performance. Donc en fait, l'archivage, il faut s'attendre à ce que ça se fasse sur quelques jours et pas quelques heures. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Donc je vous ai montré une architecture entièrement serverless pour ingérer des données IoT. Et j'ai interfacé des choses avec des cartes STM32. Donc AWS, ça permet de simplifier le travail.
Avec le serverless, j'ai pu vous montrer que ça scale vraiment bien. On n'a évidemment pas de serveur à gérer. Ça simplifie beaucoup les choses au niveau de la transformation des données. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans la règle IoT, par exemple, j'ai pu écrire ma petite requête SQL pour formater mon message MQTT et le formater et l'écrire de manière un peu différente dans DynamoDB. Un autre exemple de transformation de données, c'est quand je fais la requête avec API Gateway qui va directement faire une requête dans DynamoDB, là j'ai aussi écrit dans un petit langage comment faire ma requête avec le filtrage des données les plus récentes pour pouvoir afficher mes graphiques. Ça simplifie aussi la gestion d'appareils. Et sur la partie Terraform, j'espère que donc, la démo a bien fonctionné et j'espère que ça vous a prouvé que l'IAC, c'est extrêmement puissant. On peut faire des changements très rapidement dans le système, y compris des changements qui ne sont pas anodins. J'ai carrément doublé la taille de mon architecture, qui avait des dizaines d'éléments à l'intérieur, et ça s'est fait en quelques minutes. En tout cas. Donc c'est vrai, quand on code bien évidemment son architecture, des fois ça peut être un peu plus lent, mais quand les choses sont vraiment bien faites, on peut être très rapide. Voilà, donc je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je vais rester en ligne quelques minutes. Salut. Hello. Tout s'est bien passé? Ouais, très bien. Enfin, je pense, je ne sais pas si c'est un retour des utilisateurs. Écoute, j'ai fait quelques passages dans ta room et de ce que je voyais, ça avait l'air de bien se passer. Ouais. Je crois que c'était tout blanc. S'il n'y a pas de questions, en effet, je vais stopper l'enregistrement là. Et avant de le couper, je rappelle qu'on a un Slack, le Slack Cloud Sud, sur lequel on peut te retrouver si certains ont des questions. Ils vont probablement te les poser là-bas. Merci beaucoup à toi pour ce talk. Merci beaucoup. À plus.